tous ceux qui se sont foutus de la gueule des complotistes ou des gens qui vous avertissaient un petit peu de ce qui se mettait déjà en place depuis plus maintenant de 3 ans et beaucoup plus loin que ça. Ça fait longtemps que ça se travaille. On vous parlait de portefeuille numérique, qui est un nom un peu plus adéquat que c'est identité numérique. Et donc, quand le passeport vaccinal est arrivé, avec les codes QR pour un peu empêcher les non-vaccinés dangereux d'infecter des gens vaccinés dans les lieux publics, tout de suite, j'ai comme eu le déclic. Je me suis dit, tiens donc, quelle belle manière d'attribuer un beau code QR sur l'identité directe d'une personne avec son nom et sa complète identité. Pour moi, c'était comme un peu une évidence c'est comme la base d'un système pour programmer tout ça à l'avance. Si ce n'aurait pas des vaccinations de masse, les gens n'auraient pas répondu à l'appel pour aller s'attribuer proprement un code QR sur l'identité numérique ou le portefeuille numérique. Mais tout ça vient du passeport vaccinal au bout du compte. On a tout mis ça en place pour empêcher quelques personnes de ne pas rentrer dans des lieux publics. On a eu une misère folle au fédéral pour le système de paix Phoenix qui n'a jamais fonctionné, qu'on a essayé de réparer. Au total, ça a coûté des millions de dollars, puis ça n'a juste jamais fonctionné et on a abandonné le projet. Donc, selon les plans, d'ici 2026-2027, le portefeuille numérique va arriver de plus en plus au Québec. Vous savez maintenant, vous l'avez entendu des nouvelles, là, comme la SAC est fermée pendant quelques jours parce qu'ils vont renouveler tout leur système informatique, parce que tous les permis de conduire vont se numériser, devenir numérique. Donc, dans le portefeuille numérique va s'intégrer le permis de conduire, carte d'assurance maladie, numéro d'assurance sociale. On est en conversation, en deal un peu avec les institutions financières. Donc, toutes vos transactions financières avec votre banque devraient aussi s'intégrer dans le portefeuille numérique, ainsi que toutes les assurances vie, l'assurance personnelle, peu importe. Donc, tout va être absolument regroupé dans votre portefeuille numérique à partir d'un code QR, une identité. On veut aussi, avec le temps, enlever de plus en plus l'argent liquide pour faire place uniquement à l'argent numérique. Donc, imaginez quand que vous allez devoir payer constamment avec votre téléphone dans un genre de portefeuille numérique, que toute votre identité, votre consommation, comment vous achetez, où vous étiez, combien de temps vous y avez resté, avec qui vous étiez. Et là, quand ça va devenir une norme, les gens de plus en plus vont se dire « Ouais, mais si j'ai plus de batterie sur mon cellulaire, si j'ai cassé mon téléphone, si j'ai perdu mon téléphone, je fais quoi? On fera plus rien sur notre téléphone. » Là, on va vous vendre le système miracle. Et là, on va vous vendre la solution facile. Une belle puce RFID implantée dans le poignet, dans la paume de la main, sur l'épaule ou même dans la tête. Qui sait, c'est à vous de choisir. Vous allez avoir une liberté incroyable de pouvoir payer sans réfléchir. C'est bien beau la science, c'est bien beau le progrès, mais à quel prix? Franchement, voulez-vous vraiment être robotisé, transhumanisé? Regardez aussi les vidéos du World Economic Forum avec Klaus Schwab, aussi de Yuval Noah Harari. Juste à regarder ces deux noms-là dans le monde qui veulent nous amener, du transhumanisme avec des puces comme Neuralink ou quoi que ce soit. C'est-tu vraiment ça qu'on veut laisser à nos enfants plus tard? Nous qui avons grandi en forêt ou à construire des igloos à moins 30, aujourd'hui les jeunes ils ont à peine à sortir dehors pour aller jouer. Ils ouvrent la porte, ils font « Mais on fait quoi dehors? Pourquoi aller jouer dehors? C'est quoi s'amuser dehors? » À l'automne pour ratifier tout ça, mais c'est déjà en place. Et vous allez le redire au Forum économique de Davos où vous vous rendez? Oui, effectivement. Donc, pour la fin de la semaine, je quitte pour Davos et là encore, j'aurai l'occasion de rencontrer des dirigeants de grandes entreprises. Puis l'objectif, c'est d'amener plus d'investissements au Québec pour augmenter notre
productivité, augmenter notre richesse, avoir les moyens de nos ambitions pour être capable à la fois d'offrir des services de qualité en éducation, en santé, mais avec un fardeau fiscal moins élevé, parce qu'on a aussi cette pression au Québec où notre fardeau fiscal est très élevé si on se compare avec nos voisins. Donc, je veux pas qu'ils se produise la même chose qu'ici, Oui. qu'il y ait une réaction trop dure, mais il faut être capable de trouver un équilibre. Oui. Vous vous sentez comment en France, Monsieur Legault? C'est chez les cousins, on dit souvent ça, mais au fond, Bien, vous savez, on est tellement proches. Oui, mon ancêtre, le premier qui est venu au Bonjour à tous. Alors, on est ici à Davos pour représenter le Québec et je peux vous dire à quel point c'est intéressant de voir comment le Québec est bien positionné dans le domaine de l'innovation, de la créativité. Les gens reconnaissent tous les atouts et vraiment, c'est un honneur pour nous que de représenter tous les Québécois. Je suis ici avec Pierre-Gabriel Côté d'Investissement Québec. Très content d'être ici. Effectivement, on a fait des belles annonces cette semaine. Très excitant de voir comment les compagnies aussi voient le Québec comme une plaque tournante en innovation maintenant sur la planète. C'est encourageant. On va continuer de travailler sur des dossiers aussi qu'on a générés par des rencontres ici. Donc, le meilleur reste à venir et continuez de nous suivre. Les Québécois se verront attribuer une identité numérique unique à la naissance? Oui, à la naissance, absolument. Évidemment, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans l'identité numérique, le volet qu'on vient de faire autoriser au Conseil des ministres, il y a le projet partage, parce que, un peu à l'image du passeport vaccinal, où vous pouvez avoir le code QR, le vôtre, celui de vos enfants, celui d'une personne dont vous auriez la responsabilité, bien, il sera possible dans l'identité numérique d'avoir ça, donc d'avoir cette identité numérique pour vous, pour vos enfants, pour une personne dont vous auriez la charge. Et cette identité numérique-là va vous permettre de vous identifier, de vous authentifier, non seulement dans l'appareil public du gouvernement du Québec, mais avec nos municipalités. On a des ententes, donc ça va être vrai aussi avec le gouvernement fédéral. Et on est en discussion avec les grandes entreprises comme entreprises de télécommunications, les institutions financières, etc., pour que cette identité numérique-là soit utilisable aussi dans la société civile. Si tu peux mettre un senseur sur tes clés pour les retrouver avec un téléphone, t'as pensé une seconde que si ce type de senseur t'est injecté de force sous la peau que de te cacher sous le lit ne te sera d'aucune utilité? Vous n'avez pas encore assez peur puisque vous préférez ignorer que ces personnes de l'autorité se paient souvent le droit d'avoir des fusils. Pourquoi personne ne parle de Smart Toast? La Smart Toast est une technologie qui permet de suivre le mouvement des personnes. Smart Toast de la page 233 du livre « La 4e révolution industrielle », un livre que Legault a affirmé être prêt à imposer au Québec en 2017, un an avant son élection. Donc oui, François Legault est très familier avec le Forum économique de Davos. Il a publié sur son Facebook le 17 juillet 2017 le livre de Klaus Schwab, fondateur et président du World Economic Forum, la 4e révolution industrielle. Je lis le livre de Klaus Schwab, la 4e révolution industrielle. Schwab essaie de prévoir les impacts de cette révolution sur l'économie et sur la société. La 4e révolution industrielle, c'est l'intelligence artificielle, la robotique, l'Internet des objets, les véhicules autonomes, l'impression en 3D, les nanotechnologies, la biotechnologie, les sciences des matériaux, le stockage d'énergie, l'information quantique. Pour encourager l'innovation, les gouvernements doivent mieux financer la recherche appliquée dans les universités. L'importance des robots dans le secteur manufacturier ramènera les usines vers des économies industrialisées. Le gouvernement du Québec doit profiter de l'occasion pour inciter les entreprises à investir dans la robotisation du secteur manufacturier. Les nouveaux emplois se concentreront dans les métiers intellectuels et créatifs à haut niveau de salaire. Il faut donc modifier nos modèles d'éducation pour se préparer à travailler avec des machines plus puissantes, connectées et intelligentes. Les emplois qui exigent des compétences sociales seront aussi en croissance et l'économie de partage, comme Uber, permettra l'émergence de nombreux entrepreneurs qui offriront leurs services. Le gouvernement de la CAQ sera prêt pour la 4e révolution industrielle.
Fait qu'on parle aussi d'encourager l'innovation dans la robotisation, ainsi de suite. On s'entend-tu qu'à long terme, tout ça, ça va nous enlever énormément d'emplois. Donc voilà, François Legault, qui est très inspiré de la quatrième révolution industrielle de notre cher sociopathe Klaus Schwab. Donc, nous allons vérifier sur le PDF de la quatrième révolution industrielle à la page 233. Les tatouages numériques sont non seulement cool, mais peuvent aussi avoir d'autres fonctions. Ouvrir une voiture, saisir des codes sur un téléphone ou suivre les processus de l'organisme. Selon un article de WT Vox, la Smart DOS, poussière intelligente, composée d'une myriade d'ordinateurs équipés d'antennes et bien plus petits qu'un grain de sable, est capable de s'organiser à l'intérieur du corps pour créer des réseaux ad hoc et d'activer un ensemble de processus internes complexes. Imaginez-la attaquer une tumeur naissante, soulager une blessure, voire stocker des informations personnelles critiques. Avec un chiffrement puissant, quasi impossible à déchiffrer, grâce à la Smart DOS, les médecins pourront agir dans le corps sans l'ouvrir. Et des informations chiffrées pourront être stockées en vous jusqu'au moment où vous les débloquerez à partir de votre nano-réseau personnel. On parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand, ça? Certainement dans les 10 années à venir. On pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. J'aurais pas envie d'avoir certaines personnes que je nommerai pas venir expliquer qu'il y a un complot, puis que c'est pas bon de se faire vacciner, puis que dans le fond, on met une puce dans le bras du monde pour suivre ce qu'ils font, puis des histoires de même, là. Je pense pas qu'on a besoin de ça au Québec. Ce que j'ai demandé à mon équipe, c'est de voir comment on peut élargir l'utilisation du passeport vaccinal. Ça veut dire que dans plus de sortes de commerces, dans plus de lieux qu'on exige de plus en plus le passeport vaccinal. L'Allemagne. Pour vous, c'est un modèle, c'est le modèle que vous voulez appliquer. Au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Il ne faut pas avoir peur. Nous ferons aujourd'hui un survol de la face cachée du projet d'implantation de l'identité numérique au Québec, récemment mis en œuvre par le gouvernement de François Legault. En effet, il n'est pas surprenant d'apprendre que depuis 2018, l'École de technologie supérieure offre maintenant le cours sur la biométrie. Le plan de ce cours qui s'intitule Système 828 est donné par le professeur Éric Granger et est en lien direct avec la reconnaissance faciale et la surveillance de la population. Nous verrons aujourd'hui un aperçu des liens entre ce cours de biométrie et le projet d'identité numérique mis de l'avant par Éric Kerr. Celui-ci prétend que ce futur système d'identification servira principalement les intérêts des Québécois et sécurisera ainsi l'authentification de notre identité. Là où on va être capable de vous identifier, il est déjà prévu qu'on puisse aller plus loin en se servant de la biométrie. Mais qu'en est-il vraiment du but réel de l'implantation de l'identité numérique au Québec? Alors voici une courte rétrospective pour constater l'évolution du processus d'identité numérique vers l'éventuelle convergence bio-numérique. Le 16 décembre 2020, la CAQ procédait à la nomination de son Conseil des ministres. Le cofondateur de la CAQ, Charles Sirois, fut nommé membre du conseil d'administration de l'École de technologie supérieure par le parti de son ami François Legault. Et c'est 2 mois plus tard, le 16 février 2021, qu'il deviendra le président de ce conseil. Le 18 février,
La CAQ annonçait une aide de plus de 450 millions dans le projet Lightspeed qui génère des revenus substantiels à Sirois grâce à ses satellites. Vu l'empressement soudain de la CAQ de diriger les Québécois vers l'identité numérique, pourrait-on alors supposer que les satellites de Sirois dans le projet Lightspeed serviront également dans le secteur de surveillance et de reconnaissance faciale? Est-ce un pur hasard que la reconnaissance faciale et la biométrie soient devenus des sujets maintenant étudiés à l'université, où le fondateur de la CAQ préside le conseil d'administration? À tout le moins, cela permettra au responsable du projet numérique Éric Kerr d'asseoir le fondateur de la CAQ aux premières loges pour suivre l'évolution des avancées en cette matière. Afin de comprendre où la CAQ se situe dans ce projet numérique, voici un extrait des objectifs du cours. Ce document est disponible à même le site web de l'École de technologie supérieure. La reconnaissance d'individus par des moyens automatiques et fiables est devenue indispensable pour la production de documents officiels, tels que les passeports et visas, et pour le contrôle d'accès à des lieux sécurisés. Ce cours vise d'abord une introduction aux notions fondamentales liées à la reconnaissance d'individus selon leurs traits biométriques, tels que l'empreinte digitale, l'iris, la rétine, la signature, le visage et la voix. Puisque ces traits sont distincts pour chaque individu et ne peuvent être reconstitués, on s'en sert pour une prévention accrue du volet de la fraude. Et c'est bien cette carte de sécurité améliorée que la CAQ compte utiliser pour rendre l'identité numérique attrayante aux yeux des Québécois. Toutefois, malgré l'aspect vendeur qu'offrira cette illusion de protection accrue de notre identité, un des enjeux demeure l'aspect liberticide qu'occasionnera le traçage du gouvernement sur sa population. Dans le cadre de ce projet d'identité numérique, la CAQ travaille en étroite collaboration avec différents ministères afin de l'instaurer dans ceux-ci. Le ministère du Travail, de la Santé et des Services sociaux, la SAC, la RAMQ, la SQDC, la SAQ et l'Auto-Québec. Ces infos sont disponibles dans le mémoire au Conseil des ministres, qui a été déposé en décembre 2021 par Sonia Lebel et Éric Kerr. La phase d'exécution de ce projet d'identité numérique a été autorisée. Ce document gouvernemental stipule que les coûts d'exploitation seront de 84 millions de dollars. Et cela exclut les charges d'amortissement estimées à 20,9 millions de dollars. En résumé, il en coûtera plus d'1 milliard aux Québécois pour permettre au gouvernement et autres entités de les suivre à la trace. Très prochainement, il suffira de se faire scanner l'iris en échange d'un peu de cannabis, de loterie ou de vin à la SAQ par exemple. Mais pour quelles raisons cherche-t-on à l'instaurer dans ces lieux spécifiques? Les Québécois semblent de plus en plus ouverts à l'idée d'avoir une identification, une authentification biométrique. Le mémoire déposé par Éric Kerr prévoit aussi de rendre l'identité numérique disponible pour les moins de 14 ans via une personne qui représentera l'enfant. Les travaux pour planifier ce volet débuteront en septembre 2022. À la lumière de ce qu'un tel gouvernement s'est doté comme pouvoir décisionnel en période pandémique, qu'adviendra-t-il des réfractaires à ce type de traçage? Qu'adviendra-t-il des gens qui refuseront la prochaine expérience Pfizer? Se verront-ils refuser l'accès à certains de ces lieux essentiels? On a donc recruté des gens compétents comme le professeur Granger pour former au Québec de nouveaux spécialistes en surveillance populationnelle. Déjà en 2014, le Service frontalier du Canada lui avait fait produire un rapport complet sur les différents systèmes commerciaux de reconnaissance faciale. Ce rapport de 35 pages a entre autres été supporté par la GRC et le FBI. Il est également directeur du Centre de recherche Livia au sein de l'École de technologie supérieure. Livia est un laboratoire imagerie vision intelligence artificielle. En plus d'orienter ses recherches vers la reconnaissance faciale et la surveillance, ce labo fait aussi dans l'analyse d'images satellitaires et aériennes. Avec tant d'efforts et d'argent déployés dans l'identité numérique, il est donc impératif de s'intéresser à nouveau à ce document publié le 11 février 2020 par le gouvernement du Canada. Explorer la convergence bio-numérique. Cet exposé se veut une introduction et une préparation à la fusion du corps biologique avec les technologies numériques. Non, ceci n'est pas une théorie du complot. En effet, ce document a été produit par Horizon, une organisation au sein même du gouvernement du Canada. En termes simples, Horizon a le mandat d'aider le Canada à anticiper les changements du futur et influencer son orientation face à ceux-ci. Le problème est le suivant.
Horizon est ni plus ni moins une sorte de firme conseil et un prolongement du Forum économique mondial. La directrice d'Horizon est nulle autre que Christelle van der Elst. Elle est l'ancienne chef de la prospective stratégique du Forum économique mondial, là où elle avait les mêmes fonctions que maintenant, ici au Canada. Bonjour, je vous présente Christelle van der Elst, directrice au sein du World Economic Forum. Le site web de Horizon est ni plus ni moins une réplique de celui du Forum économique mondial et dans lequel l'avenir et les enjeux planétaires sont discutés. Rassurez-vous, pour chaque pseudo-enjeu soulevé par ces mondialistes, ils ont la solution. Donc cette convergence bionumérique, elle ouvre la voie à des façons entièrement nouvelles de nous changer, nos corps, notre esprit, nos comportements. Cela nous permet aussi de changer nos écosystèmes, l'approvisionnement et la production. Nous pouvons aussi être amenés à nous poser des questions sur ce que ça veut dire d'être humain, ce qui est naturel, pour que nous puissions construire un futur bionumérique que nous voulons. Et l'école, bien évidemment, vous imaginez bien que le jour où des microprocesseurs augmentent de 50 points le quotient intellectuel de nos enfants, l'école va être très très sérieusement, non pas menacée, mais en tout cas challengée par ces neurotechnologies, puisque vous savez qu'aujourd'hui, l'école améliore la culture de nos enfants, mais augmente très très peu leur capacité cognitive, hélas. De par son titre de Young Global Leader au sein du Forum économique, de ses liens aussi avec la CAQ, de ses intérêts dans les télécommunications et les satellites, Charles Sirois est tout comme la directrice de Horizon. Un point névralgique de choix pour permettre à l'élite mondialiste d'introduire graduellement le bio-numérique au Canada. Tout comme la secrète firme McKinsey, l'organisation Horizon s'est invitée au sein du gouvernement canadien afin d'y appliquer la vision d'un gouvernement mondial et dépersonnaliser les nations. Une fois accepté par la population, le portefeuille numérique pourra éventuellement devenir un dispositif que l'on installe sur les vêtements ou dans nos cerveaux pour en faciliter l'usage. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. La directrice de Horizon vient donc incruster les tentacules du Forum économique et les projets sectaires de Klaus Schwab directement au Canada. Vous avez tous déjà entendu un de ces mots, Industrie 4.0, l'économie numérique, la 4e révolution industrielle. Tous ces mots-là, en fait, ça veut dire un peu la même chose. On parle d'une nouvelle façon de produire qui se met en place à cause d'une dizaine de technologies qui semblent se maturer et se combiner et créer des nouvelles réalités qui font que les barrières entre le monde réel, le monde virtuel et le monde humain, commence à se brouiller. Écoutez bien ce qui suit. Une façon dont la prospective ou le futur est énormément utilisé, c'est pour influencer. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne histoire sur le futur pour animer les esprits, l'influence par la peur et par l'espoir du futur. Maintenant que nous connaissons le schéma canadien de la convergence bio-numérique, il est impératif d'en anticiper aussi les risques de dérapage. En effet, la Chine a introduit le concept de fusion du corps avec les technologies à des fins de contrôle sur sa population. L'identité numérique est devenue l'outil principal sur lequel repose tout le système de crédit social. Outre le traçage de la population, ce système de notation du citoyen permet au gouvernement d'accorder ou de lui refuser l'accès à certains lieux ou à un prêt personnel, par exemple. Le score de crédit social chinois est ainsi directement proportionnel au bon comportement du citoyen. Cela n'arrivera jamais au Canada, croyez-vous. Admiration I actually have for China. Their basic dictatorship is allowing them to actually turn their economy around on a dime. Devant ce projet de fusion entre la machine et l'humain,
L'élite mondialiste procède donc graduellement, en instaurant d'abord l'identité numérique. Mais cette illusion de protection qu'on tentera de nous faire accepter profitera principalement à ceux qui l'instaurent, c'est-à-dire au gouvernement évidemment. J'ai jamais eu d'anniversaire. Son nom est David. Touchez-le, ça fout les boules. Oh, il a l'air si réel. C'est le premier enfant robot programmé pour aimer. Je suis un petit garçon. En tout cas aussi vrai que je n'en ai jamais fait un. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle ère numérique qui arrive. J'ai regroupé une série d'informations en m'appuyant sur des textes de la Commission européenne. Ce qui est sûr, c'est que plus on avance et plus on sera connecté. Bon, on commence. Voici comment ils annoncent le projet. Une Europe adaptée à l'ère numérique. Favoriser une nouvelle génération de technologies donnant aux citoyens les moyens d'agir. Les technologies numériques sont en train de changer la vie des citoyens. La stratégie numérique de l'Union européenne a pour objectif de faire en sorte que cette transformation profite aux citoyens et aux entreprises, tout en aidant l'Union européenne à atteindre son objectif de neutralité climatique d'ici 2050. La Commission est déterminée à faire de la décennie qui s'ouvre la décennie numérique de l'Europe. Celle-ci doit maintenant renforcer sa souveraineté numérique et fixer des normes au lieu de suivre celles des autres, en mettant clairement l'accent sur les données, les technologies et les infrastructures. Puis ils ont mis en place la boussole numérique, qui sert de point de repère. Le 9 mars 2021, la Commission européenne a présenté une vision et des pistes pour la transformation numérique de l'Europe d'ici à 2030. Elle propose une boussole numérique pour la décennie numérique, qui compte 4 points cardinaux. Les compétences recherchées. Spécialistes de l'informatique, 20 millions plus convergence entre hommes et femmes. Compétences numériques de base, minimum 80% de la population. En gros, l'Europe a besoin de citoyens numériquement habilités et capables d'une main-d'œuvre numériquement qualifiée et de bien plus d'experts numériques qu'aujourd'hui. Mettre en place des infrastructures numériques sûres et durables. Connectivité, gigabit pour tous, 5G partout. Semi-conducteurs de pointe, doubler la part de l'Union européenne dans la production mondiale. Données périphérie et nuages, 10 000 nœuds de périphérie hautement sécurisés et neutres pour le climat. Informatique, premier ordinateur avec accélération quantique. Puis mettre en place une transformation numérique des entreprises. Adoption des technologies, 75% des entreprises de l'Union européenne utilisent l'informatique en nuage, l'intelligence artificielle, les mégadonnées. Innovateur, accroître les entreprises en expansion et le financement pour doubler le nombre de licornes européennes. Utilisateurs tardifs, plus de 90% des PME parviennent au moins à un niveau élémentaire d'intensité numérique. Et mettre en place la numérisation des services publics. Services publics clés, 100% en ligne. Santé en ligne, 100% des citoyens ont accès à leurs dossiers médicaux. Identité numérique, 80% des citoyens utilisent l'identification numérique. L'Europe doit exploiter la numérisation pour conduire un changement de paradigme dans la manière dont les citoyens et les entreprises interagissent avec les administrations publiques et les institutions démocratiques. Bon, on comprend bien qu'ils veulent arriver à un monde ultra connecté. En regardant un peu plus loin, je suis tombé sur ça. Partenariats internationaux pour la décennie numérique. Domaine de partenariat possible. 6G. Technologie quantique. Utilisation des technologies pour lutter contre le changement climatique et les problèmes environnementaux. Voici ce qu'on peut lire dans les principes numériques. En un an seulement, la pandémie de Covid a radicalement changé le rôle et la perception de la numérisation dans nos sociétés et nos économies. Les technologies numériques sont désormais indispensables pour travailler, apprendre, se divertir, socialiser, faire des achats et accéder à des services tels que la santé et la culture. Voilà, nous savons maintenant que nous allons vers un monde de plus en plus connecté. D'un côté c'est très cool, mais d'un autre, toute notre vie sera numérisée et ça peut faire très peur. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour informer vos amis, votre famille. Ce qui m'aide aussi pour le référencement YouTube. Abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Imaginez une application qui permette de retrouver en un clic votre visage dans une gigantesque base de données qui compte déjà
3 milliards de clichés. L'avancement de ces technologies est effectivement impressionnant. Tout est prêt, comme le QR code associé avec la photo et le vaccin. Il n'y a plus qu'à choisir le support, implantation de puces ou appli sur téléphone. Mais le logiciel que je suis en train de vous parler mettrait fin à votre anonymat, pas seulement sur les réseaux, mais aussi sur l'espace public. La biométrie permet donc l'identification et l'authentification d'une personne à partir de données reconnaissables et vérifiables qui lui sont propres et qui lui sont uniques. Designed to read the geometry of our faces, certain landmarks that are called nodal points. Examples include the distance between the eyes, the distance from forehead to chin, the length of the jawline, and the width of the nose. Each human face has about 80 nodal points that do not change over time in adulthood, and together they make up one's facial signature. La force de ce logiciel est basée sur la reconnaissance faciale, très pointue, capable de retrouver un visage noyé dans une foule de la taille de la moitié d'un ongle. Surveillé en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. On nous fait petit à petit rentrer de force dans un système de contrôle, de traçage, de limite, voire d'exclusion, pourtant contraire au principe de la liberté de circulation. That's because MasterCard has rolled out a new way of paying a bill, and it's with your face. Technology that already unlocks your phone. AJ Bala is president of cyber and intelligence at MasterCard. Card said it had given apps a set of standards they must comply with to keep security and privacy safe. The company also argued getting rid of passwords could make digital transactions. C'est toute la problématique de ces passeports d'identification et de vérification qui nous font croire à des libertés retrouvées. Le meilleur exemple de ces dérives est en ce moment en Chine, à Shanghai. L'identité numérique. Décret surprise pris quelques heures après le second tour de l'élection présidentielle par Jean Castex. C'est qu'un embryon de résistance semble se mettre en place concernant l'affreux projet de l'Union européenne avec, vous savez, à la clé le crédit social à la chinoise, en tout cas une société de surveillance dont les jalons ont été posés par les passes sanitaires, vaccinales, etc. Selon un article paru dans la revue Slate, on sait que cette société américaine a pu constituer une impressionnante base de données en récupérant des milliards de clichés de personnes à travers le monde. Alors comment? La tâche n'a pas été très dure puisque toutes ces images sont postées quotidiennement sur les réseaux sociaux par les personnes elles-mêmes. Faites circuler ces vidéos, faites circuler ces informations, c'est très concret, c'est très novateur, mais c'est extrêmement important pour notre humanité, notre liberté, notre souveraineté de peuple de France, évidemment. Pologne envisage d'introduire un système de crédit social pour récompenser le bon comportement des citoyens. La 7e plus grande ville d'Italie a déclaré vouloir lancer un programme pilote cet automne avec une application appelée Smart Citizen Wallet. Ce système est conçu pour récompenser ce que les autorités considèrent comme un comportement souhaitable des citoyens, comme le respect du code de la route, le recyclage ou l'utilisation des transports publics. Mais les critiques soulignent des similitudes avec le système de crédit social utilisé par le Parti communiste chinois. Le système chinois recueille un large éventail de données sur les citoyens, puis leur attribue un score. Les citoyens ayant un mauvais score sont sanctionnés. Les autorités ont déjà interdit des vols, refusé des places dans des universités et même confisqué les chiens de certaines personnes, entre autres sanctions. Leur nom peut également figurer sur une liste noire consultée par les entreprises qui cherchent à recruter des employés. Si l'application Smart Citizen de Bologne ne prévoit pas pour l'instant de sanctionner les citoyens, la comparaison avec le système chinois de crédit social suscite des critiques dans le pays. Olivier Piacentini est né dans la région de Bologne. Pour lui, cette nouvelle application montre à quel point le communisme s'est enraciné dans son pays. Cette super ville que je vous invite à visiter,
qui a un seul défaut, parce qu'elle est magnifique, elle est très industrieuse en plus, mais c'est une région qui est communiste depuis toujours, de tradition. Ça m'inspire la plus grande inquiétude parce qu'on voit que la politique qui est menée en Chine commence à faire tache d'huile dans des pays européens. Il affirme que l'Italie a des liens économiques forts avec le Parti communiste chinois. L'Italie est un des pays d'Europe qui a le plus de relations commerciales avec la Chine. Et en plus avec des communautés chinoises très fortes, par exemple dans les régions textiles proches de Florence, qui est également la Toscane, une région communiste. Et je vous fiche mon billet que la Toscane ne va pas tarder à embrayer sur le même modus operandi que l'Émilie romagne. L'application Smart Citizen a déjà été lancée à titre d'essai à Rome. Un journal local de Bologne a comparé l'application à la collecte de points dans un centre commercial. Mais la quantité de données recueillies par l'application pourrait soulever des problèmes de confidentialité. Il y a encore autre chose qui m'inquiète beaucoup, si vous voulez, c'est qu'on voit qu'il y a une espèce de collusion entre les méthodes du Parti communiste et l'univers dans lequel les GAFA commencent à nous faire rentrer. Parce que... Faveur des populations, qui est ni plus ni moins qu'un... La faveur des populations, qui est ni plus ni moins qu'un régime communiste, mais à l'échelle mondiale. Une dictature. Une dictature beaucoup plus poussée que celle qui existait avec Hitler. Hitler est un enfant d'école à côté de ce qu'on veut instaurer à l'échelle planétaire. Donc, Hitler était un terrain d'essai, en fait. Ouais. Comment on pourrait empêcher ça? Et la chose de première importance est la diffusion de l'information à la base. 2, par la conscientisation, par la diffusion de l'information, ça ne pourra pas faire autrement que de créer un scandale et de faire des pressions sur les hommes politiques en place. À forcer, malgré eux autres, les hommes politiques à parler de ces questions-là, il est sûr que ça va retarder des procédés qui sont en cours à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, ils ont la voie libre à tous les niveaux parce que, au départ, les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Leur plus grande peur est que les populations deviennent conscientes parce que ça va être beaucoup plus difficile de l'instaurer parce que les gens vont commencer à s'organiser par eux-mêmes à ce moment-là. On a dérégionalisé sur toute la planète et on a juste à regarder les cartes, en fait, géographiques de 1930 au niveau agricole et les cartes géographiques au niveau agricole de 1990 pour se rendre compte de quelle manière on s'y est pris au niveau planétaire pour ramasser les gens au niveau des villes. Leur enlever tout moyen d'indépendance. D'autonomie, d'indépendance. Le premier but du gouvernement mondial, soit en désarmant les gens, soit en les ramassant à l'intérieur des villes, c'est des rendre dépendants, absolument. Il n'y a rien de pire pour eux autres que des personnes qui sont autonomes et qui sont capables de se débrouiller par eux-mêmes. Il y a des fraudes invraisemblables dans le milieu pharmaceutique à l'heure actuelle. J'ai reçu des documents là-dessus et je vais en parler dans d'autres émissions à un moment donné où les compagnies, les multinationales pharmaceutiques s'organisent de manière à ce que les médecins privilégient des médicaments et les prescrivent à des gens, même s'ils n'en ont pas de besoin, afin de faire fonctionner ces compagnies pharmaceutiques-là. Et dans un autre temps, pour que ces gens-là soient dans une espèce de léthargie sans être capables de trop réagir. Écoutez, ça va bien, on est calmé, on ne connaît pas la source, par exemple, de nos problèmes, mais au moins on est calmé pour être capable de les supporter. Non, mais personne non plus aime se faire conduire ou se faire diriger contre leur volonté. Et c'est ce qu'on est en train d'instaurer à l'heure actuelle. Je vais dire une chose après des documents que j'ai reçus dernièrement. Juste au niveau de la famille, l'orientation du gouvernement mondial va permettre aux femmes et aux familles de pouvoir garder les enfants qu'ils vont enfanter, en autant que les parents vont leur donner une éducation et une orientation avec les principes d'un nouvel ordre mondial. Toutes les familles ou les femmes qui ne seront pas d'accord de donner une éducation semblable selon les principes établis internationalement, à ce moment-là, les enfants vont être enlevés pour être éduqués dans des centres spéciaux. Et à l'intérieur duquel, on va voir exactement qu'est-ce que le nouvel ordre mondial privilégie, encourage comme orientation et de quelle façon qui s'est organisé par la manipulation psychologique des populations à leur faire croire que les valeurs qu'ils possédaient auparavant sont maintenant des valeurs dépassées. C'est pour ça qu'on appelle ça nouvel ordre mondial, nouvelle forme de pensée, nouvelle orientation, nouvelle technologie. Tout est nouveau, donc, par rapport à quelque chose qui est considéré comme ancien. Et c'est là que c'est dangereux, parce que si on regarde
une des choses qui a été faite au niveau de l'instauration de ces camps de concentration-là, c'est qu'on a même commencé à changer le système judiciaire aux États-Unis, et semble-t-il au Canada aussi, de manière à ce que la personne qui croira dans sa nationalité, qui sera nationaliste, va être considérée au niveau des nouvelles définitions comme une personne étant atteinte de troubles mentaux. Et les lois sont organisées de telle manière que la personne qui aura soit des croyances religieuses, la personne qui croira dans sa nationalité ou dans ses traditions, on va la considérer comme une personne atteinte de troubles mentaux et potentiellement capable de violence à cause de ça, parce que venant, en fin de compte, d'une tradition passée par laquelle ces choses-là ont déclenché de la violence à travers l'histoire. Et à partir du moment que cette personne-là est considérée comme, juste considérée, il n'y a rien de prouvé, là, on lui enlève tous ses droits pendant une période de 90 jours, elle n'a plus droit à avoir un avocat pour se défendre, tous ses biens sont saisis, les comptes de banque sont gelés, tout, et à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut avec la personne, elle n'a même pas la possibilité de se défendre. Et ces lois-là sont à l'heure actuelle en vigueur aux États-Unis. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Tout est en place à tous les niveaux. On est en train de tout instaurer, de changer le système judiciaire, les lois, sans que les populations s'en